Donc moi, je suis Bruno Delatouche. J'ai créé il y a quelque temps le cabinet Emotion Conseil, qui est un cabinet de conseil en stratégie, en coaching professionnel et en formation. J'ai 34 ans d'expérience en ESN, donc en entreprise de services numériques, dans deux grandes filières qui ont été la direction de projet et de programme et la direction de mission de consulting. Voilà. Et donc j'ai eu la chance dans ma carrière de voir beaucoup dans l'entreprise, que ce soit des grands comptes, beaucoup de ministères, surtout régaliens, et quelques institutions européennes comme l'OTAN ou l'Union européenne. Voilà, donc du coup j'ai une vision assez riche du monde de l'entreprise et des institutions en France. Voilà, et donc on va commencer assez vite, et je suis également, pour ceux que ça peut intéresser, je suis référent Île-de-France pour les coachs du SFAPEC, donc c'est le syndicat français des coachs professionnels. La particularité de ce syndicat, c'est qu'il n'admet que des coachs qui sont certifiés par France Compétences, ce qui n'est pas le cas sur le marché du coaching. Alors c'est le nouveau acronyme depuis quelques années des ex-SS2I, donc c'est des entreprises de services numériques. Donc les Capgemini, les IBM, Global Services, Accenture, Sopra Steria, qui était une de mes grosses boîtes pendant 20 ans. Voilà, c'est bon pour situer. Donc c'est vrai que les ESN ont trois grands métiers, mais là je vais faire assez vite, qui est le monde des systèmes d'information en termes d'intégration, développement de systèmes, le monde du conseil et le monde des progiciels. Voilà, c'est les trois grands métiers des sociétés de services en informatique. Donc, comme le présentait tout à l'heure Hervé, on va faire trois parties qui correspondent aux trois parties du livre. La première, c'est on va survoler un petit peu le cerveau et qu'est-ce que c'est que les neurosciences. Deuxième partie, on verra les neurosciences en synthèse appliquées au management. Et la troisième partie, on verra comment elles s'appliquent également sur le coaching et sur la formation. Donc je vous propose, pour commencer, maintenant que vous êtes tous ou quasiment tous connectés, de flasher le QR code. Et on va commencer par un petit quiz sur le cerveau. La première question, c'est nous utilisons 10% de notre cerveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais cacher les réponses pour l'instant. Ouais, mais j'ai zappé, donc du coup, il est passé à la deuxième question. Et celle-là, vous l'avez pas? Si? Si, parce qu'il y en a 11 qui ont répondu, là. Bah, la première, c'est celle-là. Je reviendrai sur la deuxième. Et donc, la majorité a dit oui, mais non, la réponse, c'est faux. On utilise 100% du cerveau, sauf qu'à un instant T, on n'utilise pas 100%. Donc, c'est un neuromythe. Il n'y a pas un blocage à 10% du potentiel. On exploite l'entièreté de nos fonctions du cerveau, mais à un instant T, on n'a pas 100%. Oui, oui, ça peut rassurer certains. On utilise tout le cerveau. Allez, on passe à la deuxième question. Alors, jusqu'à quel âge de nouveaux neurones sont-ils créés? Donc, vous avez 4 choix possibles. 9, 10. Ah, la bataille entre le 4 et le 2. La bonne réponse, effectivement, toute la vie. Alors, il y a un processus qui s'appelle la neurogénèse, qui est un processus qui permet de régénérer des neurones dans le cerveau. Le problème, c'est que la neurogénèse, on ne régénère pas des neurones dans tout le cerveau, donc c'est uniquement dans certaines parties du cerveau. Mais ce phénomène existe toute la vie. Pour avoir cette jeune neurogénèse, il faut bien manger, il faut dormir,
Ah oui, oui, il faut être équilibré partout. Hein. Allez, combien de neurones possède-t-on? Vous avez le choix. Donc là, on était à 30% d'utilisation, alors s'il n'y en a que 4. « 11, allez, j'ai mis 11. Eh bien, vous êtes pas mal, hein? Effectivement, la bonne réponse, hein, les neurones se situent entre 80 et 100 milliards. Et généralement, le chiffre qui est souvent annoncé par les scientifiques, c'est 96 milliards de neurones. Par contre, pour ceux qui ont répondu 1 million de milliards, c'est le nombre de connexions synaptiques dans le cerveau, qui est assez colossal. Donc, tout le monde voit les connexions synaptiques? Bon, c'est les liaisons entre deux neurones. Allez, quel est le pourcentage d'eau dans notre cerveau? Cerveau plus ou moins liquide. Vous avez 8, il me manque 3. 12. Allez. Vous êtes pas mal, vous êtes brillants ce soir. Hein. Effectivement, on a 75% d'eau, ce qui paraît quand même assez colossal. Mais c'est une vérité scientifique. Allez, autre question. Est-ce que nous sommes plutôt cerveau gauche ou plutôt cerveau droit? Exactement. Après, quelle est la réponse? Je vous laisse juger. Ouais, et comme vous avez soufflé, du coup, on est bon. Hein. On est bon sur la 4e. Effectivement, c'est un neuromythe. Hein. Donc, les gens ne sont pas plutôt cerveau droit, cerveau gauche, plutôt cartésien, plutôt émotionnel. C'est un neuromythe. Il n'y a pas de domination d'un cerveau sur l'autre. On va le voir après. Toutes les fonctions humaines sont localisées dans les différentes hémisphères du cerveau. Mais il n'y a pas de domination de l'un sur l'autre. C'est un neuromythe. Ouais. Alors, il y a beaucoup de neuromythes, il y a une bonne vingtaine autour du cerveau et de neurosciences. Là, j'en ai passé quelques-unes dans les questions. Et j'en ai décrypté quelques-uns dans le livre. Mais on voit que ça remonte souvent à très très longtemps, alors souvent au début du siècle d'avant, voire d'avant. C'est des neuromythes qui sont assez persistants, mais qui restent dans les croyances. Et c'est pareil, les 10% d'utilisation du cerveau, on le voit même en ce moment dans une pub d'Intermarché. Donc c'est pour dire que du coup, ça contribue à propager ce type d'information qui est fausse. Allez, alors est-ce qu'en normand, on peut apprendre de nouvelles choses rien qu'en les écoutant? Les espions le font. Pardon? Les espions font ça des fois. Ils dorment? Ils apprennent en dormant? Non, mais là, c'est en dormant. Ah oui. Allez, j'ai mes 11 résultats. Et non, ah là, vous n'avez pas bon. Voilà, ça serait trop beau. Ça serait trop beau, on s'endort avec son casque d'anglais, et puis le lendemain, on parle anglais couramment, mais non, ça ne marche pas. Mais par contre, on le verra tout à l'heure, la nuit a son importance dans la mémorisation, mais c'est pas en s'endormant, on est quelque chose qu'on va le lendemain tout savoir. Est-ce que dans la somnolence, quand on va rentrer dans l'état de sommeil juste avant cette petite phase, on peut apprendre le fameux état de conscience modifié, là, qui est souvent utilisé dans différentes techniques, dont l'hypnose ou autre. Je dirais non. On va voir pourquoi. C'est parce que pour apprendre, il faut de l'attention et de la concentration. Là, vous êtes dans un état entre deux, hein. un peu nébuleux, quoi.
Allez, dernière question. Allez, pour fâcher tout le monde, est-ce qu'il y a une différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme? Ah ben... Non. Allez, 12. Eh ben non. Et oui, il y a une différence. Ah, flûte. Excusez-moi. Bougez pas, je vous affiche la bonne réponse. Il y a effectivement une différence, elle est surtout anatomique. En général, le cerveau des femmes est un peu plus grand que celui des hommes. Par contre, là où je rassure tout le monde, c'est que d'un point de vue fonctionnel et structurel, il y a zéro différence. Voilà. Il y avait un petit piège. Bon. Voilà pour le quiz. Bloquer réponse. Voilà, donc là, je vous fais un petit résumé des chiffres clés. Puisqu'on parlait de taille, le cerveau fait entre 1,3 kg et 1,4 kg en général. Il faut savoir que c'est l'organe le mieux protégé du corps humain, grâce aux 3 couches de méninges qui entourent le cerveau et grâce au liquide céphalo-rachidien qui englobe, et c'est là notamment où on trouve beaucoup d'eau dans le cerveau, qui entoure et protège le cerveau. Voilà, le reste, du coup, on l'a vu. Ah, s'il faut savoir, il y a un point important qui est crucial dans les neurosciences. Il faut savoir que c'est le plus gros consommateur en énergie, le cerveau, puisqu'il peut utiliser jusqu'à 15 à 20% d'énergie. Donc, c'est vraiment un gros consommateur d'énergie pour le corps humain. Voilà. Puis après, bon, il est, comme tout le monde sait, découpé en deux hémisphères, mais qui est relié par un corps calleux, qui permet de relier les 2 hémisphères. Alors ensuite, si on regarde un petit peu plus en profondeur, sans trop rentrer, le cerveau, et en fin de compte, c'est 3 cerveaux qui ont évolué au fil de l'âge. Le premier, c'est le cerveau reptilien, dit le cerveau qui est ici. On retrouve le cerveau limbique qui est au milieu, qui va souvent être le siège des émotions. Et on retrouve le plus gros des cerveaux, qui est ce qu'on appelle le néocortex, ou le cerveau supérieur. Et donc, quand on rezoome ensuite, on retrouve ces 3 cerveaux. On retrouve du coup des lobes. Et dans chacun des lobes, on retrouve des fonctions propres au cerveau. Donc, on va retrouver dans la partie cerveau primaire ici, tout ce qui est réflexe de survie, manger, boire, courir, respirer, etc. On retrouve dans le cerveau limbique tout ce qui est autour des émotions, et on va retrouver tout en haut toutes les fonctions qui permettent de réfléchir, de raisonner, toute la partie logique. Voilà, le cerveau, il est bien structuré. Alors ensuite, il faut savoir qu'on a un cerveau, mais on n'a pas une mémoire, on a plusieurs mémoires. Et on voit que les mémoires, comme vous le voyez sur le schéma, je vais vous expliquer, elles sont réparties différemment et on retrouve des bouts de mémoire un peu partout sur les différents lobes. Donc on voit que la mémoire est constituée d'un réseau de types de mémoire. Donc elles sont au nombre de 5. La première, c'est la mémoire de travail, qui est, si je vous donne mon numéro de téléphone, vous allez le retenir là. Par contre, rentrez chez vous, vous allez l'oublier. Donc c'est une mémoire à courte durée et qui est très limitée dans le temps parce qu'on considère à peu près à 7 plus ou moins 2 informations qui est capable de stocker le cerveau dans cette mémoire de travail. Après, pour mémoriser, on a ce qu'on appelle les mémoires à long terme qui sont réparties là, sur le schéma. On a la mémoire sensorielle. Donc là, on va stocker tout ce qui est perception de nos sens. On va retrouver la mémoire sémantique. Donc c'est toutes les connaissances qu'on peut avoir qui vont être stockées dans cette mémoire sémantique. On a la mémoire procédurale. Donc là, c'est tous les comportements, réflexes qu'on peut avoir, type conduire, piloter une moto, coudre. Voilà. Et la mémoire épisodique, qui, elle, va faire un petit peu un regroupement, c'est l'ensemble des événements du passé qu'on a pu vivre, donc c'est toutes des expériences de vie qu'on a pu avoir,
qui sont stockés dans une mémoire dite épisodique. Donc on le voit, c'est plusieurs types de mémoire. Donc du coup, quand on mémorise quelque chose, du coup, des liens se créent entre les différents types de mémoire. Parce qu'on peut vivre un événement, mais être marqué par un parfum ou par quelque chose de beau qu'on a vu qui va effectivement ancrer plus durement l'épisode qu'on a pu voir. Donc c'est un ensemble enchevêtré de mémoire, mais du coup, derrière, physiologiquement, c'est stocké dans un endroit particulier du cerveau. Alors, je vous mets une définition qui est un peu longue, qui est la définition des neurosciences vue par l'Institut du cerveau. Donc les neurosciences, c'est toutes les recherches scientifiques sur le système nerveux. Donc ça va du cerveau, de la moelle épinière jusqu'au nerf. Donc ça, il faut le savoir parce que du coup, on parle souvent de neurosciences sans savoir ce qui se cache derrière. Et donc les neurosciences, du coup, on a un champ du coup très très vaste. Parce que neurosciences, on en parle, mais derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Les neurosciences s'appliquent à un nombre de domaines assez important. Le principal, c'est effectivement la médecine, hein, d'un point de vue recherche médicale. Mais ça va descendre du comportement au neuromarketing. Très à la mode, hein, c'est comment je rends accro mes consommateurs pour acheter. Ça part effectivement des découvertes des neurosciences. Voilà, par différents domaines. Voilà, donc les connaissances des neurosciences, elles sont surtout phénoménales depuis les années 80, depuis l'apparition de l'IRM fonctionnel, qui est l'IRM qui permet de voir le cerveau en fonctionnement et donc de localiser les différentes études qu'on peut faire sur le cerveau et le fonctionnement qu'il peut avoir. Et je pense qu'on n'est pas au bout du bout. Et on a un nouveau IRM qui est apparu à Saclay, là, qui est un IRM le plus puissant du monde, là, qui est 7 à 8 fois plus puissant qu'un IRM classique, donc qui va pouvoir aller voir encore plus en profondeur le fonctionnement intime du cerveau. Donc je pense que on n'est pas à l'abri de beaucoup de découvertes. Et il faut savoir, parce que les neurosciences, une fois qu'on découvre pas mal de connaissances, il y a aussi beaucoup de dérives qui peuvent aller avec en termes d'usage. Il faut savoir qu'en France, depuis 2011, les neurosciences font partie des lois bioéthiques pour encadrer l'usage des connaissances de neurosciences pour éviter toutes ces dérives issues des découvertes du cerveau. Donc quand on parle des neurosciences humaines, qui est le domaine qui nous intéresse ce soir, il y a 3 disciplines. Les neurosciences cognitives, donc ça c'est celles qui sont les plus connues, qui s'occupent de décoder, d'étudier tous les mécanismes de la pensée humaine et de réflexion. On a les neurosciences affectives, donc là on est plus sur l'étude des mécanismes biologiques, tout ce qui est émotionnel. Et on a les neurosciences sociales, qui elles vont s'attacher surtout à la plasticité du cerveau, à s'adapter à son environnement et aux relations qu'on peut avoir avec soi-même déjà, mais également avec les autres. Donc voilà les 3 disciplines des neurosciences qui tournent autour des neurosciences humaines. Alors on va rester un petit peu sur la science. Il y a un rôle fondamental des neurotransmetteurs, où les neurotransmetteurs influent sur notre comportement, et l'inverse est également vrai. Donc les plus connus, on va passer en revue très rapidement, qu'on a souvent sur l'acronyme DOSE. Non, ça ne vous parle pas? Donc, le premier, c'est la dopamine, effectivement. La dopamine, qui est la molécule de la récompense. Donc, c'est elle qui est associée à tout ce qui est motivation, gratification. Et c'est là-dessus que jouent beaucoup les réseaux sociaux, hein, avec le nombre de likes, tout ce qui est gamification dans tous les jeux, etc. Mais également le neuromarketing, hein, c'est le qu'on joue sur la satisfaction du client. Ça rend accro, mais du coup, derrière, c'est biologique. Hein. C'est qu'on génère de la dopamine qui nous permet de prendre du plaisir et de vouloir y retourner. La deuxième, c'est l'oxytocine, le O. C'est la molécule des liens sociaux et de la confiance, qui est souvent appelée l'hormone de l'amour, donc celle qui nous permet d'avoir des flashs affectifs plus ou moins durables. Voilà. Alors pour info, c'est les vraies molécules hein, que je vous ai mis.
Le S, c'est la sérotonine, donc c'est la molécule du bien-être et de la stabilité émotionnelle. Donc c'est elle qui est importante dans tout ce qui est régulation de l'humeur. Et la dernière, c'est un ensemble de neurotransmetteurs que sont les endomorphines, qui sont tout ce qui est molécules autour du plaisir et du soulagement. Donc c'est toute la partie notamment analgésique. Derrière, on va retrouver tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est cortisol pour le stress. Donc voilà, donc ces quatre, elles ont un rôle important biologiquement dans nos comportements, mais nos comportements produisent également des molécules, donc on peut, ça va dans les deux sens. Si maintenant on fait un petit parcours sur comment les neurosciences ont impacté la partie management, je vous ai mis quelques domaines qui ont été impactés. Sur la partie management et leadership, les neurosciences nous disent que la dynamique des équipes et la relation qu'on peut avoir est également très liée à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, c'est des neurones spécialisés qui permettent de décoder le langage émotionnel ou corporel des autres et donc d'être dans l'empathie. Voilà, donc ça peut être donc ces neurones qui agissent inconsciemment mais qui sont là. On a également, et vous le verrez dans le livre, décrypté complètement le circuit de la motivation d'un point de vue chimique. C'est un vrai circuit complet dans le cerveau. Et donc là, du coup, on va retrouver comment fonctionne tout ce qui est motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, et tout ce qui est notion d'engagement. Donc ça, c'est des mécanismes qui ont été bien décodés. On a également un enseignement qui est le test and learn, qui montre que le cerveau apprend beaucoup par correction. Donc quand on joue quelque chose, on va essayer de jouer ce qu'on devrait faire, et quand on se trompe, du coup, le cerveau va voir le delta en retour d'expérience, et du coup, il va recorriger. Et donc ça, c'est un des moyens les plus efficaces pour apprendre. Donc on joue, on se trompe, on voit on s'est trompé, on rejoue, et là, du coup, la connaissance ou la procédure qu'on veut jouer s'ancre beaucoup plus facilement dans le cerveau. Donc derrière, il y a tout ce qui est notion de feedback, qui est assez à la mode dans le monde du management. Et puis le changement des comportements également. Les neurosciences nous explique aussi pourquoi c'est compliqué de changer. Et là aussi, il y a un neuromythe. Pour les 21 jours, non, ça vous parle? Voilà. Alors, vous le lirez dans mon livre, parce que du coup, Hervé va me... J'ai un paragraphe sur le livre, et là par contre, c'est historique. Il y a beaucoup d'études qui disent que c'est un neuromythe. Ça peut aller jusqu'à 300 jours. Il n'y a pas de... C'est vraiment un neuromythe. Donc, dans le livre, vous verrez, il y a l'explication du neuromythe que j'ai décortiqué. Mais le cerveau, ce qui est compliqué pour lui, c'est de désapprendre pour apprendre. Parce que quand on change, là, c'est très compliqué. Très compliqué parce que très consommateur d'énergie également pour le cerveau. Les prises de décision, c'est un domaine en management qui est important. Vous savez combien on prend de décisions par jour? Combien? Plus? Pas loin. 35 000. Le cerveau prend 35 000 décisions par jour. Donc les neurosciences nous apprennent, notamment grâce à Daniel Kahneman, que le cerveau fonctionne avec deux systèmes qu'on appelle le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est des modes de prise de décision automatique. Et le système 2, c'est des modes de prise de décision réfléchie. Et c'est vrai que du coup, le cerveau marche beaucoup en automatique, parce que si vous devez réfléchir aux 35 000 décisions à prendre dans la journée, vous allez être vite fatigué. Voilà. Donc les décisions, on en prend plein sans s'en rendre compte. Et après, il y a des décisions automatiques qui sont un peu plus pernicieuses, ce que sont les biais cognitifs. Donc là, il y en a à peu près 240 qui sont recensés. Et une bonne trentaine qui sont applicables au mode du management. Donc là, c'est les biais cognitifs, le cerveau l'utilise pour gagner du temps et l'énergie. Sauf que derrière, ça peut avoir des effets un peu pervers sur les décisions qu'on peut prendre.
c'est Ce sera un autre livre. peut-être, mais j'en parle dedans. Tout ça, j'en parle. L'intelligence émotionnelle, alors on en parle depuis les années 80 grâce à un Américain qui s'appelle Daniel Goleman. C'est très à la mode en ce moment dans mon entreprise. Donc derrière, qu'est-ce qu'on y trouve? Tout ce qui est conscience et maîtrise de soi, d'un point de vue émotionnel, bien sûr. C'est important de connaître comment on réagit par rapport à ses propres émotions et comment on décolle et on interagit par rapport aux autres. La conscience sociale, c'est effectivement la prise de conscience de comment on interagit avec les autres d'un point de vue dynamique et émotionnel. Gestion des relations, c'est notre capacité à créer des relations dynamiques au travers de ce monde d'émotions, parce que les neurosciences nous montrent que le cœur du sujet, c'est les émotions. D'un point de vue même, personnel ou professionnel, on ne s'en rend pas compte, mais on dit souvent que les émotions doivent rester à la porte de l'entreprise, c'est strictement faux. Et d'ailleurs, quand on prend une décision, il faut savoir que on ne le sait pas, enfin on le sait inconsciemment, c'est que les décisions, elles sont d'abord émotionnelles. Le dernier, c'est l'environnement, non pas le dernier, je dis des bêtises, personnel. Donc là, c'est tout ce qui est hygiène de vie. Le cerveau n'est pas un muscle, mais il faut l'entraîner comme un muscle. Donc il faut faire attention à l'alimentation qu'on peut avoir. Donc il y a effectivement un certain nombre de recommandations pour qu'il soit bien alimenté, entre guillemets. L'hygiène de vie d'un point de vue sport, etc., qui est importante. Sommeil, le sommeil est crucial pour le cerveau. Et puis, comme je le disais, un peu prise en compte de la vie personnelle, c'est important parce que du coup, dans le monde professionnel, la vie personnelle, on ne peut pas la laisser au pied de l'immeuble, on l'embarque forcément, donc il faut en tenir compte dans le management qu'on peut avoir des équipes. D'un point de vue environnement professionnel, il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs matériels qui importent pour le cerveau. La lumière, la température, le cerveau fonctionne entre 19 et 21 d'un point de vue optimal. Après, trop chaud, trop froid, on est quand même moins performant. Et on va même jusqu'à des études qui ont été faites sur le mobilier, sur des chaises dures, molles, souples, et qui ont un impact effectivement sur le confort et la façon dont on est plus ou moins productif, soit en réunion, soit en travaillant. Et puis d'un point de vue pro également, il y a des choses qui impactent le cerveau, c'est tous les facteurs sociaux. Donc derrière, on y trouve tout ce qui est pression sociale de l'entreprise, qui quand même vient nous impacter plus ou moins indirectement et inconsciemment. On a tous les facteurs de RSE qui peuvent effectivement chambouler certaines personnes de l'entreprise. Donc il y a plein de facteurs externes qui peuvent venir perturber la productivité du cerveau en entreprise. Et le tout dernier, c'est la gestion du stress, qui est lui très bien décodé également par les neurosciences. On décode très bien tout ce qui est stresseur, tout ce qui est biologie du stress, et tout ce qui impacte sur le cerveau. Donc là, les deux molécules qui interviennent dans le stress, c'est d'abord l'adrénaline, puis après, en cas de stress plus fort, le cortisol. Et en cas de stress fort et prolongé, le cortisol monte en flèche. Et là, on arrive à un impact fort qui est le burn-out. Donc le burn-out s'explique d'un point de vue strictement biologique. Et après, ça n'empêche pas de connaître son fonctionnement pour l'arrêter bien avant. Donc voilà, donc si maintenant on peut résumer les perspectives que ça peut ouvrir d'un point de vue managérial, c'est d'abord des pratiques managériales qu'on peut améliorer, des postures sécurisantes, parce que les neurosciences nous expliquent qu'une des grandes priorités d'un manager, c'est la sécurité psychologique des gens pour qu'ils puissent être bien au travail et donc bien performer. On a une meilleure connaissance des facteurs d'épanouissement en regardant de près les neurosciences et comment ça fonctionne pour mieux les enclencher. On a la partie émotionnelle qui de plus en plus est prise en compte. Donc il y a les soft skills, mais soft skills, c'est une définition qui n'est pas reconnue, enfin qui est tellement large que tout le monde en fait ce qu'il veut. Mais surtout les émotions. Les émotions sont souvent oubliées, mais c'est un facteur important des comportements, mais également de productivité et de bien-être.
Ensuite, on a la partie communication et relationnelle plus impactant. Donc ça, effectivement, grâce aux neurosciences, on peut aller beaucoup plus loin dans l'amélioration de ces deux points-là. Et l'acquisition des savoirs, on le verra avec le neurolearning. Il y a beaucoup de choses qui ont été décodées et qui nous permettent effectivement, alors soit en formation, mais également sur des présentations, hein, on a des choses à tirer pour que les gens apprennent mieux, qu'il y ait un meilleur impact sur la partie mémorielle. Alors de ça apparaissent, vous le verrez, de plus en plus des notions de neuromanager, de manager coach ou de neuropédagogue, alors qui pour moi ne sont pas des rôles, hein. Ce n'est pas un nouveau rôle de management, c'est plus des compétences en plus à embarquer en tant que manager. Souvent on voit des livres sur le neuromanagement, ce n'est pas un nouveau type de management, c'est des compétences en plus à embarquer. Dernière partie, je suis bon, regardez. On a craint au début. Oui. Bon, si on passe à la dernière partie, une fois qu'on l'applique au quotidien d'un point de vue managérial, les connaissances des neurosciences servent également à développer son propre potentiel, mais également celui de l'organisation. Pour ce faire, d'abord deux parties. Donc la partie formation avec le neurolearning et tout ce qui est accompagnement personnalisé d'un individu ou d'une organisation au travers le neurocoaching. Donc, neurolearning, neurocoaching, ça consiste juste à embarquer les connaissances issues des neurosciences dans un meilleur apprentissage d'information, donc pour un meilleur ancrage des connaissances en formation, et également on verra en neurocoaching pour voir comment on peut mieux faire prendre conscience d'un nombre de choses sur des blocages que peuvent avoir les gens et les amener à changer par eux-mêmes pour débloquer et mettre en mouvement plus facilement les gens sur leurs problématiques qui leur sont propres. Donc en formation, si je la fais court, hein, il y a deux choses à connaître. Le processus de mémorisation, d'un point de vue biologique. Et ensuite, il y a des ingrédients qui sont, là j'en ai mis 4, qui sont importants à intégrer en formation pour bien apprendre, mais surtout bien ancrer dans la mémoire ce qu'on apprend, d'un point de vue savoir ou d'un point de vue procédure. Il faut savoir que la mémorisation, ça se fait en 3 temps. Premier temps, c'est l'encodage. Donc là, c'est la captation par le cerveau de l'information. On va la retenir plus ou moins facilement. La consolidation, c'est l'ancrage dans le cerveau, donc dans les synapses, du savoir, de la connaissance qu'on a appris. Là, la consolidation, elle a surtout un rôle la nuit, parce que la nuit a un rôle de... C'est un peu une carte de triage la nuit, donc le cerveau enlève ce qu'il veut pas retenir, et du coup, il ancre dans la mémoire ce qu'il veut retenir, notamment si on a fait une formation la journée d'avant. Donc c'est vrai qu'on dit que un bon sommeil est important pour la mémoire, parce que du coup, c'est durant la nuit où il y a surtout une phase de concentration et de tri du cerveau de ce qui retient ou pas. Et la récupération de l'information, c'est la capacité qu'on peut avoir à rappeler l'information, donc soit de la mettre en pratique de différentes manières, ou soit d'avoir des techniques d'apprentissage qui nous permettent d'ancrer un savoir dans la durée. Parce que souvent, quand on va en formation, pendant 2 semaines, on sait tout, puis après, on va tout oublier parce qu'on ne l'applique pas. Donc, il y a des techniques qui existent pour ancrer dans le temps les savoirs qu'on veut vraiment retenir. Alors, une fois qu'on sait ça, du coup, il y a quand même 4 ingrédients qui sont importants d'avoir en tête. C'est l'attention. Parce qu'en formation, sans attention, pas de compréhension. Donc là, c'est l'important. Excusez-moi, je zappe. C'est tout ce qui est environnement et puis tout ce qui est, par exemple, bruit, qui peut perturber l'attention en formation. Donc c'est un des ingrédients auxquels il faut faire attention. Il y a la compréhension. Parce que les stagiaires, effectivement, s'ils ne comprennent pas, ça va être compliqué pour le cerveau de mémoriser des choses qu'on entend mais qu'on ne comprend pas. Les émotions en formation ont un rôle extrêmement important dans les deux sens.
dans le sens positif. Donc, quand on génère des émotions positives en formation, il faut savoir que d'un point de vue biologique, ça va faciliter l'ancrage dans les synapses. Donc, les émotions positives ont toujours un rôle très positif d'un point de vue mémoire. Et à l'inverse, quand on génère sans savoir du stress en formation, là, du coup, les gens ont beaucoup plus de mal à retenir ce qu'on veut leur apprendre. Donc, le stress est un facteur très, très négatif en formation. Et le dernier, c'est la motivation. On peut avoir les trois. Si les stagiaires qu'on a ne sont pas motivés ou on n'arrive pas à les motiver, et ben du coup, on reboucle. Et pas de motivation, pas d'attention, donc du coup, pas de mémorisation. Voilà les 4 grands ingrédients, si je fais vite, qui sont importants à surveiller en formation pour avoir un ancrage mémoriel de ce qu'on apprend. Si maintenant je passe au neurocoaching, donc là je vous mets un petit rappel d'un point de vue coaching. Il faut savoir qu'il y a 4 typologies de coaching qui existent. Le coaching de dirigeant, de manager, le coaching individuel qui est le plus fréquent, le coaching d'équipe et un qui existe depuis pas longtemps, qui est assez peu usité, c'est le coaching d'organisation. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si? Non. Alors, le consulting d'organisation, je pense que tout le monde voit plus facilement le consulting en organisation. Donc, on va accompagner un changement sur la formation, la communication, l'accompagnement au quotidien quand on change un système ou autre chose. Le coaching, c'est que du coup, on va regarder le même changement, mais sur l'aspect humain. C'est qu'on va aller surveiller. Alors, souvent, des coachings d'organisation, il y a plusieurs coachs qui s'en occupent. On va surveiller les freins sur les équipes, mais également les freins humains, relationnels entre les équipes, les services, mais également le media management, voir la partie codir. Parce que du coup, c'est un ensemble. Le changement, s'il n'est pas impulsé d'en haut, et si ça ne monte pas, ça ne redescend pas, les gens ne vont pas adhérer au changement, et on aura des freins, et là je reviens aux émotions, où chacun aura son propre ressenti, et je vais bloquer plus ou moins consciemment, parce que je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas, il faut que je change ma routine, et ça ne me convient pas. Donc le coaching d'organisation, c'est regarder dans tous les aspects là, le coaching, et voir là où, humainement, relationnellement, d'un point de vue émotionnel, comment on peut débloquer les rouages qui font que le changement ne s'enclenche pas comme il le faudrait. Donc c'est récent, c'est peu usité, et pourtant extrêmement utile. Quand on fait un changement, ce n'est pas que sur l'aspect procédural, c'est également sur l'aspect humain. Voilà, donc maintenant, quand j'ai dit ça, si on regarde quelques principes issus d'une neuroscience qui sont utiles au coaching maintenant, il faut savoir que la génétique et l'environnement interagissent. Donc génétique, c'est à savoir notre biologie, notre ADN, elle nous est propre, elle façonne notre personnalité, et l'environnement interagit avec ça. Donc l'environnement, c'est tout ce qui est éducation. Donc notre éducation, l'environnement professionnel interagit sur tout ça, et ça fait ce que nous sommes. Et donc ça constitue notre mémoire, parce que notre mémoire, elle se construit sur nos expériences de vie. Donc notre mémoire, c'est un peu un arbre de vie. C'est-à-dire que chacun va se créer des branches, et il faut savoir que quand on crée un nouveau souvenir, on ne le crée pas à l'ouest. C'est-à-dire que le cerveau le raccroche toujours à quelque chose. Donc le cerveau est très structuré, on raccroche toujours un souvenir à quelque chose de notre vie. Donc finalement, on aura un arbre qui va être différent pour chacun, et chaque souvenir va s'appuyer sur ce qu'on est. Donc en coaching, c'est important du coup de remonter un petit peu tout ça pour voir où peuvent être les croyances limitantes qui font qu'il y a, par rapport à l'éducation ou professionnelle, il y a un blocage. Le traitement d'informations non verbales et inconscientes, il faut savoir que le cerveau traite ces informations sans qu'on le sache. Et c'est là où on a des croyances limitantes, du coup, ou des biais cognitifs qu'on applique sans s'en rendre compte, et après on ne comprend pas qu'on est coincé dans un cercle un peu infernal. Donc il faut en prendre conscience pour voir comment on fonctionne et dans quel cercle vicieux on peut être tombé. Comme on l'a vu, nos systèmes de mémoire sont interactifs, sauf que du coup, quand on mémorise un souvenir, comme on l'a vu,
il peut y avoir plusieurs concepts. Hein. On peut ramener un souvenir par rapport à un son, une odeur, une image. Mais du coup, chaque zone de cet épisode-là peut être plus ou moins dégradée. Donc du coup, c'est interactif, mais on peut avoir une dégradation dans le souvenir qui fait qu'on agit différemment parce qu'on a plus ou moins conscience de quelque chose. Et donc là, il faut savoir que voilà, c'est quelque chose qui peut être important à décoder. Pardon. L'autre point, un point important qui est aussi d'actualité, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre le réel et le virtuel. Et, ouais. Et donc, tout ce qui est, je pense, tout ce qui est serious game en entreprise, donc tout ce qui est réalité virtuelle avec les casques, c'est de plus en plus usité. Ou même pour les grands sportifs, tout ce qui est simulation mentale, donc toute l'imagerie mentale des skieurs avant la descente, mais pas que les skieurs, c'est quelque chose qui ancre de la même manière dans le cerveau que si on le faisait en vrai. Et je l'ai vu il y a longtemps pour les JO, il y a de plus en plus de sportifs, notamment au niveau de l'athlétisme, qui utilisent maintenant l'entraînement avec des casques en réalité virtuelle. Tout ça pour ancrer des réflexes, des mécanismes dans le cerveau qui marchent de la même manière, sauf que du coup c'est plus simple parce qu'on est en virtuel. Ouais, c'est un point important. Et il y a aussi un point d'un point de vue médical, ce qu'on appelle les TRV, donc les thérapies par réalité virtuelle, qui sont très efficaces. Et je pense à une, par exemple, qui dit depuis un petit paquet d'années, c'est le traitement du vertige. Ou à la PHA, donc les hôpitaux de Marseille, il y a un service qui existe depuis très longtemps où vous rentrez dans une pièce avec un masque de réalité virtuelle et sur 10 séances, on vous apprend à vous débarrasser de votre vertige, uniquement avec la réalité virtuelle. Et donc le cerveau va apprendre à maîtriser les peurs et c'est assez puissant. Ouais. L'autre point, c'est que les processus, je l'ai dit plusieurs fois, hein, entre nos processus cognitifs et émotionnels, c'est un point crucial, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il faut toujours savoir que chaque décision ou comportement, derrière, il y a une émotion. L'émotion, hein, juste pour rappel, c'est une racine latine qui vient d'émovere, et émotion, ça veut dire mise en mouvement, se mouvoir. Donc tout ça pour dire que derrière chaque émotion, qu'elle soit négative ou positive, il y a un comportement, une mise en mouvement de soi-même qui va dans un sens ou un autre. Donc tout ce qu'on fait est lié à une émotion. Donc il faut arriver, quand on n'arrive pas à savoir, à décoder ce qui nous fait bouger et pourquoi. Et comme je disais, pour terminer, il faut savoir que le cerveau, d'un point de vue plasticité cérébrale, se transforme par l'expérience. Toutes les expériences de vie qu'on mène modèlent le cerveau, le structure, le renforce. Et d'un point de vue intelligence, il a été prouvé que, alors j'aime pas trop ce mot intelligence, mais on est entre guillemets plus intelligent en expérimentant plein de choses dans la vie qu'en ayant un bac plus 12. Parce que tout ça, le cerveau a appris. On apprend beaucoup plus fortement d'un point de vue ancrage mémoriel quand on le vit que quand on l'apprend sur les livres. Donc l'expérimentation réelle est toujours un plus pour bouger ou changer les comportements. Donc pour terminer ce neurocoaching, donc les bénéfices pour le coaching, c'est surtout effectivement la connaissance des mécanismes de changement, parce que quand on a du coaching, il faut forcément changer quelque chose. Donc remettre en mouvement quelqu'un ou un système. Les facteurs de motivation sont importants. Du coup, une fois qu'on les décode, c'est quand même plus simple d'aller voir où sont ces facteurs qui peuvent nous faire bouger alors qu'on est embourbé aujourd'hui. La régulation des émotions et du stress. En coaching, quand quelqu'un vient nous voir, forcément on est dans une situation qui n'est pas plaisante et on a envie d'en sortir. Donc effectivement, il faut également travailler sur les émotions ou le stress et puis également sur la décharge mentale. Il faut savoir, si je reviens au cerveau, hein, le cerveau limbique est le siège des émotions. Il communique très mal avec le cerveau limbique qui est le siège de réflexion de décision quand il y a une surcharge mentale.
Donc, en surcharge mentale ou une surcharge émotionnelle, je prends une agression, par exemple, je vais être agressé, il y a un flux chimique d'émotions qui se produit dans le limbique, et ce qui empêche du coup le néocortex de réfléchir correctement, la communication est bloquée entre les deux, et donc dans ces cas-là, on ne réfléchit plus de la même manière. Et donc, en comprenant ce type de mécanisme, on arrive à décharger le mental pour mieux réfléchir à comment du coup je me sors de mon problème du moment. Mais bon, Hervé. Alors, pour conclure, on voit que les neurosciences, elles permettent de mettre en évidence comment on peut développer un potentiel individuel ou collectif. Mais je dirais même les deux. Et les 2 points à retenir, c'est surtout l'importance des émotions dans nos vies pro-perso et l'importance d'un point de vue managérial de la sécurité psychologique. Donc ça, c'est le facteur clé, effectivement, pour, je dirais, mettre en épanouissement un individu, un collectif. Et donc, ça devrait rentrer, prendre en compte des émotions, dans la QVCT, qui est très à la mode, pour prendre en compte. Ex-QVT et QVCT maintenant. Ouais. Voilà. Donc, les 2 mots importants, c'est émotion et sécurité psychologique, là, dans le monde du travail. Et je vais vous laisser avec cette phrase-là. Oui, c'est un piège. Donc c'est important, cette dernière phrase, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, donc c'est un mouvement qui se fait de plus en plus, mais qui n'est pas forcément très ancré globalement, mais toujours avoir en tête d'adapter son environnement au cerveau et pas l'inverse. Donc ça passe par les hommes, donc toute la partie managériale, mais également par l'environnement de travail, d'un point de vue social ou environnemental. Mais après, quelque part, le fait de faire du coaching, ça revient quand même aussi un peu à adapter, c'est-à-dire le cerveau, enfin, quelque part, pour être un peu plus maîtriser un peu mieux son environnement. Enfin, j'ai quand même l'impression que globalement, parfois, il est quand même nécessaire d'adapter un peu les réactions, ou d'apprendre en tout cas de ces réactions pour pouvoir s'adapter à son environnement. Justement, on est là-dessus. Parce qu'en coaching, on parle de soi, ou on parle du système d'un collectif ou de l'organisation, si on prend un système plus grand. Et on parle de soi, c'est-à-dire qu'on réfléchit d'abord sur soi, sur qu'est-ce qui nous bloque, quelles sont nos croyances limitantes, quels sont nos biais qui font que je ne m'en sors pas. Donc on travaille quand même sur soi, donc on travaille sur son cerveau indirectement. Qu'est-ce qui nous anime, quel est notre chemin, et pourquoi on bloque. On part d'abord de soi, de son cerveau, et une fois qu'on comprend, on arrive à trouver des actions pour bouger. Donc là, on adapte bien le cerveau à la problématique ou aux besoins du coaché pour avancer. Donc on part bien du cerveau et pas de l'environnement pour... Moi, on ne reçoit pas des coachés en disant t'as qu'à adapter ton management. Là, ça ne va pas le faire. Donc c'est bien dans ce sens-là, si on prend les choses dans le bon ordre, partir de soi. Donc j'en ai fini. Donc effectivement...